fait, j'ouvre le bal d'une série de mardis littéraires du Cerium qu'on organise en collaboration avec les presses de l'Université Montréal. Et donc, il y aura, pendant les prochains mois, une fois par mois, il y aura un lancement de livres qui sont écrits par des chercheurs du Cerium. Et donc, c'est juste le début. On verra, je suis la cobaye, on verra comment ça se passe, on ajustera au besoin. Donc, les mardis littéraires du Cerium, la première fois, c'est aujourd'hui. Et j'annonce tout de suite la deuxième, parce qu'elle s'en vient à grands pas. C'est le mardi prochain, le 7 décembre, on va mettre en vedette notre chercheur Philippe Fournier, avec un livre sur les idéologies aux États-Unis et qui est dans la collection, ça c'est important de souligner que c'est un livre qui est publié dans la collection Le Monde en Poche, une collection qu'on dirige avec Frédéric Mérand au Cerium, toujours aux presses de l'Université de Montréal. Donc, je remercie les presses de l'Université de Montréal ici présents et je les indique à grands bras. La direction même des PUM est ici, mais leur tâche aujourd'hui est non pas de produire ce livre, mais de le vendre. Et donc, voilà, donc je vous invite à un moment donné de vous déplacer et de contribuer à ma paye. Donc voilà, donc je les identifie bien. Ah, il y a un bonus. Pour vous inciter à le faire, les 10 premiers achats seront accompagnés d'un bonus. Un bonus qui est mon livre précédent, que j'ai pas réussi à vendre, donc je vous le donne. Et donc voilà, donc vous pourrez avoir vous allez meubler donc les étagères de votre salon. Donc sans plus tarder, je vais introduire mon invité. Mon invité qui s'est déplacé de Québec en train, etc. C'est une première depuis 2 ans. Elle est un peu dépaysée, mais complètement. Ça va. Donc Aurélie Campana, qui est professeure de sciences politiques à l'Université Laval et qui est aussi vice-doyenne présentement. Donc je la remercie beaucoup de prendre le temps pour ce déplacement, d'avoir lu mon livre, enfin j'espère, et pouvoir donc en discuter aujourd'hui. Donc sans plus tarder, on va parler de mon livre. Ben oui. Alors voilà, Aurélie. Ben merci. Interroge-moi. Merci Magdalena de l'invitation. Effectivement, je viens de Québec. C'est la première fois depuis 2 ans que je quitte la ville de Québec. Donc merci de me permettre de sortir de cette magnifique ville et surtout d'arriver dans une ville un petit peu plus animée. Merci également de me donner l'occasion de me départir de mes tâches administratives pendant quelques heures aujourd'hui. C'est avec très très grand plaisir que j'ai accepté ton invitation parce que c'est un projet que tu mûris depuis plusieurs années. Je pense que je vais te laisser revenir tout à l'heure sur la jeunesse de l'ouvrage, mais je vais peut-être quand même préciser que c'est une collaboration au départ qu'on a monté ensemble en 2000, on a commencé en 2007. Ouf, ça nous rajeunit pas. Ouais. Comme quoi, il faut jamais arrêter de persévérer. 2007, puis il y a eu des hauts, des bas et des très hauts, et finalement, ça a abouti à 2 succès. Un article qu'on a co-publié en 2017 dans International Studies Review, c'est loin. Et surtout cet ouvrage que tu nous présentes aujourd'hui, La fabrique des États de facto, ni guerre ni paix. Alors, on va revenir sur l'objet de l'ouvrage, on va revenir également sur sa genèse, la recherche de terrain, les principales conclusions que tu tires. Mais je préciserai peut-être d'emblée pour le présenter très très brièvement que c'est une thématique qui résonne particulièrement avec l'actualité, que vous suivez tous de manière très très assidue, je n'en doute pas, puisque vous avez entendu parler de la résurgence des tensions au Nagorno-Karabakh, entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Vous avez également entendu parler
de l'attroupement de troupes russes aux frontières de l'Ukraine et particulièrement de deux républiques séparatistes, Luhansk et Donetsk, dans la région du Donbass. Donc c'est une thématique qui est tout à fait d'actualité. Ces États de facto sont souvent qualifiés ou de marionnettes ou d'anomalies dans le système international actuel, puis je pense que cet ouvrage contribue très largement à démystifier ce que sont ces États de facto qui ne bénéficient pas d'une reconnaissance internationale, mais qui parviennent malgré tout à se construire, à évoluer, à survivre, grâce aux légitimités internes que les élites qui les dirigent ont construites depuis l'arrêt des hostilités armées. C'est un ouvrage qui est très riche, qui est très dense, qui est basé sur une rare recherche de terrain en Abkhazie et en Transnistrie, et qui va nous permettre, à travers cet échange, de revenir sous un angle particulier sur les processus de construction étatique dans des environnements fragiles, voire hostiles. Alors, avant d'aller plus loin sur la genèse de l'ouvrage, moi j'aimerais simplement que tu reviennes sur ce qu'est un État de facto et que tu nous définisses les deux autres concepts connexes, l'État patron et l'État centre, qu'on soit sûr de tous parler le même langage. Alors, d'accord, merci beaucoup Aurélie pour cette présentation de l'ouvrage. Tu le résumes très bien, j'ai plus rien à dire. Donc, les États de facto, donc il faut... tout d'abord, il y a différentes définitions et bien entendu, il faut se doter d'une lorsqu'on fait la recherche. Grosso modo, ce sont des régions séparatistes qui, pour la plupart du temps, ont mené une guerre séparatiste avec l'État centre et qui ont gagné cette guerre-là, souvent avec l'appui d'un acteur externe, ce qu'on appelle un État patron, et qui, depuis donc cette guerre, les hostilités armées qui sont terminées, depuis ce moment-là, l'État centre ne contrôle plus le territoire séparatiste. Mais il n'y a pas de résolution de conflit, il n'y a pas de traité de paix. L'État centre ne contrôle pas le territoire et pendant ce temps-là, il y a des gens qui vivent sur ce territoire, qui se dotent d'institutions, d'une économie, de système d'éducation, système de santé, etc. Donc il y a pendant toute cette décennie-là, finalement, parce qu'on parle des États de facto qui durent depuis une trentaine d'années, depuis le cessez-le-feu, il y a quelque chose quand même qui se passe, une dynamique interne qui a lieu. Et donc, ce sont les États de facto qui s'autoproclament indépendants, qui contrôlent un territoire, qui fournissent un degré de service à la population, mais qui ne sont pas reconnus par la communauté internationale. Donc, ils ne sont pas membres de l'ONU. Ils sont isolés, un peu invisibles sur les cartes politiques. En fait, voilà, ils n'existent pas officiellement, même si ils s'autoproclament indépendants, mais ne le sont pas. Donc, on a l'État de facto, on a l'État patron. Et on a l'État centre. Donc, l'État centre, donc ça demande, oui, effectivement, une explication de la nomenclature que j'utilise dans le livre. L'État centre, c'est l'État duquel l'entité séparatiste veut se séparer. Et l'État patron, c'est cet État qui aide, qui appuie les séparatistes dans leur visée, dans leur aspiration, dans la construction de différents attributs étatiques, etc. Pas tous les États de facto ont un État patron, donc c'est ça qui est intéressant aussi, parce que souvent, justement, comme Aurélie mentionnait, on dit que ces États de facto survivent ou après se pérennisent parce qu'ils ont de l'aide extérieure et l'aide du patron. Certainement, c'est vrai, mais il y a aussi des États de facto, comme la Somaliland, par exemple, qui n'a pas d'État patron, et pourtant, depuis 91, existe dans un néant juridique, mais qui est toujours là. Donc l'État patron, dans mon cas, c'est la Russie, en fait. Voilà. Un État patron un peu encombrant de temps à autre. De temps à autre, oui. Pour ne pas dire autre chose. Pourquoi avoir choisi de travailler cet objet? Parce que ce sont donc des entités qui sont plus ou moins visibles. Alors ceux qui s'intéressent à la région depuis l'éclatement de l'Union soviétique ont vu apparaître ces États de facto au Nagorno-Karabakh, en Abkhazie, en Ossétie du Sud, en Transnistrie. États de facto qui sont issus du processus d'éclatement de l'Union soviétique.
mais c'est un objet en général qui intéresse assez peu les chercheurs. Quelques chercheurs anglophones s'y sont penchés, sans forcément toujours faire de la recherche de terrain. Souvent, ce sont des spécialistes de relations internationales qui vont plutôt s'intéresser aux jeux géopolitiques qui entourent ces entités, ces espèces d'ovnis dans le système international. Mais pourquoi toi, tu as choisi de t'intéresser à cet objet et plus particulièrement aux 2 cas d'études que tu détailles dans le livre, donc l'Abkhazie et la Transnistrie? C'est une question assez... La réponse va être longue. On est là pour ça. Voilà, puisque mon aventure a commencé en 2007. Vous imaginez que ça fait un moment. En 2007, je défendais ma thèse de doctorat et dans un des chapitres, il y avait, j'analysais un des cas, c'était la Moldova. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert un peu la Transnistrie, les États de facto, mais qu'est-ce que c'est ce construit-là? Ça m'a fascinée en fait, vraiment fascinée, surtout que à la base, je suis politologue, mais je suis spécialiste des questions du nationalisme, des politiques ethniques, identitaires, conflits ethniques, du vivre ensemble, les relations majorité-minorité. Donc toute cette dynamique à l'intérieur du Moldova était extrêmement intéressante. Et voilà qu'en 2007, on m'invite à un séminaire, auquel d'ailleurs tu étais là, au Collège Royal de Kingston. Et ma fascination, et tout à coup, il y a d'autres personnes qui s'intéressent un peu à ces régions-là, qui se mettent autour de la table. Ça finit par un numéro spécial en 2009 en études internationales. Entre-temps, en 2009, je suis engagée comme professeure adjointe ici au département de sciences politiques, et ma première demande de subvention, c'est les États de facto. Je vais comparer la Chypre du Nord, l'Abkhazie et la Transnistrie. Pourquoi? Parce que moi, je m'intéresse à des questions de construction de l'identité nationale, de l'identité collective, et particulièrement dans des contextes où il y a une diversité ethnique, où il y a une hétérogénéité ethnique, d'où l'Abkhazie et la Transnistrie, qui, parmi les États de facto, ce sont des rares États de facto où il y a vraiment une grande hétérogénéité, grande diversité ethnique. En Abkhazie, on parle... Enfin, les Abkhazes ne font même pas la majorité. Au dernier recensement qu'on peut questionner, ils sont à 51%. Mais il y a près de 20% d'Arméniens, près de 10% de Russes. Et ce qui est intéressant, il y a près de 20% de Géorgiens. Donc, les Géorgiens, les ennemis de la guerre. Donc, comment est-ce que ces États-là, en Moldova, vous avez un tiers de la population, ce sont des Moldaves ethniques, un tiers des Ukrainiens ethniques et un tiers des Ukrainiens ethniques. Alors, comment est-ce que, dans ce contexte d'hétérogénéité, ces États séparatistes peuvent revendiquer l'indépendance au nom du principe de l'autodétermination des peuples? Mais quel peuple? Où est le peuple et comment il justifie cette revendication-là? Avec une hétérogénéité et avec, au sein de ces États-là, avec une grande proportion de la population qui est issue, qui est parent de l'État centre, donc de l'État duquel on veut se séparer. Ce sont des ennemis de guerre. Souvent, on donne cette image des ennemis de guerre, des Géorgiens en Abkhazie en Moldavie, et Moldaves en Transnistrie. Et donc, c'est ça qui m'a poussé. Mon premier projet, en fait, était vraiment sur la question de construction de l'identité collective. Et en fait, j'ai découvert, c'est des laboratoires extraordinaires pour un chercheur, parce que c'est nouveau, il n'y a rien. On essaye de construire un État, de se construire, se chercher, justifier une séparation qui est souvent même pas le but premier de ces séparatistes-là. Et donc c'est ça qui m'a amené à étudier les États de facto, parce que c'était des laboratoires extraordinaires. Puis par la suite, bon, il y a des terrains, j'ai eu ma subvention. Donc là, la vraie aventure a commencé avec de l'argent, quand j'ai pu aller sur le terrain et vraiment découvrir l'intérieur de ces États. Et au fil du temps, je me suis aperçue que, en fait, les autorités de facto ne
ne justifient pas leur indépendance, leur aspiration à l'indépendance, pas seulement au nom du principe de l'autodétermination des peuples, mais aussi parce que, chez nous, le régime est plus démocratique que l'État-centre. Donc, c'est normal qu'on veut se séparer. On est plus tolérant, plus respectueux des règles de droit, on est ceci, cela. Non seulement ça, Transnistrie, c'est la Riviera de la Moldova. Donc, pourquoi être avec la Moldova agraire, le pays le plus pauvre de l'Europe, alors que chez nous, Riviera. Enfin, si vous y allez, vous allez voir la Riviera. Mais voilà. C'est exactement la même chose qu'en Crimée. Puis, en fait, mais ce livre, juste pour terminer, parce que c'est quand même important, parce que tu y es. En cours de route, l'article qu'on a rédigé ensemble en 2017, qui est paru en 2017, est en fait, c'est un article qui met un peu la table des études sur les états de facto, de l'agenda de recherche, et en fait, je reprends cet agenda de recherche de notre article et je le décortique, je le détaille, je le bonifie, n'est-ce pas? Oui, je le bonifie, etc. Mais l'armature, ouais. L'armature du livre vient de cette réflexion qu'on a eue ensemble et qu'on a pu publier en 2017. Voilà. Ça répond à ta question? Ça répond à ma question. Effectivement. Mais des états de facto, il y en a ailleurs que dans l'espace post-soviétique. Est-ce qu'il y a d'autres, je vais employer un gros mot, variables de la comparaison qui t'ont poussé à comparer l'Abkhazie, la Transnistrie, puis à exclure par exemple Chypre du Nord? Et je sais que tu as fait du terrain, Chypre du Nord. Donc pourquoi ne pas avoir intégré Chypre du Nord dans cet ouvrage-là? Est-ce que ça tient simplement à l'hétérogénéité, c'est ça de voilà, présenter ça, avec du vin, à l'hétérogénéité ethnique, ou à la composition ethnique de ces deux entités-là, ou est-ce qu'il y a d'autres dimensions qui t'intéressent particulièrement à travers les deux études de cas que sont l'Abkhazie et la Transnistrie? Alors oui, en fait, dans le livre, dans la conclusion, j'invite les chercheurs à faire ces comparaisons-là, interrégionales, mais aussi dans le temps, parce qu'en fait, dans le temps, il y a des états de facto qui ne sont plus, qui ont été soit réabsorbés dans l'État-centre, soit par force, soit pacifiquement, soit qui ont été adhérés à la reconnaissance internationale. Donc vous avez le Soudan du Sud, par exemple, le plus récent cas de cette reconnaissance internationale d'un état de facto. Et donc j'invite, dans la conclusion, j'invite à ces... Mais je ne le fais pas. Cela dit, j'ai quand même écrit un article, jadis, qui comparait la Chypre du Nord et l'Abkhazie sous l'angle des politiques historiques, mais je ne le fais pas dans le livre. Et c'est un choix... Alors, mon but était de montrer que les États de facto ne sont pas de simples marionnettes de l'État patron. Je peux expliquer pourquoi, etc. Et que, donc, il y a les acteurs locaux à l'interne, il y a des luttes partisanes, il y a des configurations économiques, politiques, etc., qui font en sorte qu'ils ont des dynamiques à l'interne qui sont très variées, et non seulement très variées du point de vue institutionnel, économique, etc., mais même leurs aspirations sont différentes. Et je me suis dit que les cas il me suffit d'avoir deux cas qui sont dits similaires, qui ont le même patron, la Russie, mais que je vais démontrer à travers le livre que malgré le fait qu'ils ont le même patron, malgré le fait qu'ils ont le même début, ils sont issus de l'éclatement de l'URSS, etc., il y a beaucoup de différences. Et ces différences sont résultat des processus historiques, bien entendu, mais aussi des processus politiques, des luttes de pouvoir à l'interne. Donc les acteurs, je donnais un poids dans mon livre à l'autonomie, une certaine autonomie, sous toute restriction, sous toute directive, sous toute, etc., mais un certain poids à l'autonomie des acteurs internes, ce qui me permet ensuite d'inviter des comparaisons. Allons plus loin, allons ailleurs, allons dans l'espace et dans le temps pour cette question de comment ça se fait que ces états-là se pérennisent, ont une longévité alors qu'ils sont
dans un néant juridique, justement, et isolés du monde. Ils ne peuvent pas, il faut juste s'imaginer que ce sont des entités qui se pérennisent, qui existent, alors qu'ils ne peuvent pas rentrer en relation avec le monde extérieur, ils ne peuvent pas avoir d'accords bilatéraux, etc., sauf avec les États qui les reconnaissent. Donc, par exemple, l'Abkhazie peut entrer en collaboration, en relation bilatérale avec Nicaragua mais c'est ça, ou Venezuela, mais il y a la Russie avec laquelle, bien entendu, il y a plus loin que ça, je veux dire, les habitants, je ne sais pas comment les appeler, les citoyens de ces États-là n'ont pas de passeport abkhaz. Ils ont pas... Ah oui. Donc, ils ont des passeports russes pour pouvoir voyager, certains, mais pas tous. Mais pour les résidents de ces entités-là, ben, c'est un peu néant aussi. On est citoyen de qui, de quoi Mais c'est ça, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, parce que comment ça se peut que ça... C'est un peu tout le questionnement, comment ça se fait que ça existe et ça dure, alors que la population, elle devrait faire une révolution, parce que non seulement les services, il y a des services, il y a un système d'éducation, santé, etc., mais soyons honnêtes, ce sont des pays qui sont pauvres, hein, parce qu'ils n'ont pas, ils ont très peu de possibilités d'avoir des ressources exogènes, des fonds, ils ne peuvent pas avoir des prêts des organisations internationales, de la Banque mondiale, etc. Ils sont... c'est précaire, hein? La situation est précaire, le bien-être est précaire, et en même temps, ils ne peuvent pas, je voulais revenir à cette question de citoyenneté, tous ces États-là, de facto, ils ont un passeport. Alors, il y a des politiques de citoyenneté, il y a tout un processus de naturalisation, il y a tout est là. Et ils ont des passeports, mais ces passeports ne sont pas reconnus à l'externe, donc ça ne sert absolument pas, donc ils ne sont pas mobiles, ces gens-là, sauf s'ils ont une citoyenneté autre, la russe, ou dans le cas de la Transnistrie, très souvent ils ont la citoyenneté ukrainienne, en fait, c'est dans le livre à un moment, je suis dans l'autobus et je traverse la frontière entre la Transnistrie, Moldova, l'Ukraine. Donc, il y a comme trois points où il faut s'arrêter. Je m'en vais à Odessa. Puis, là, je vois les gens jongler avec leur passeport. Alors, maintenant, c'est lequel? Là, c'est le Transnistrien. Là, c'est le Moldave. OK, là, c'est l'Ukrainien. Mais je le raconte comme une anecdote et que c'est cocasse. Mais je vois que c'est stressant pour eux. C'est stressant de traverser ces frontières. C'est stressant de savoir lequel passeport, est-ce qu'il est valide, pas valide, etc. Donc je le raconte comme ça, mais c'est stressant pour eux. Donc, comment ça se fait que, dans des situations comme ça, ces États se réclament légitimes à l'interne? En fait, c'est ça un peu le livre, c'est tout ce questionnement, mais qu'est-ce qui est légitime? Alors, quelles sont les stratégies de légitimation par les autorités de facto, mais aussi, OK, une fois ces stratégies mises en place, il y a des politiques mises en place pour légitimer l'État, le régime, le pouvoir, l'identité nouvelle, collective qu'on construit, etc. D'accord, mais la population dans tout ça, c'est quoi la réceptivité? C'est quoi leur opinion? C'est quoi leur opinion de ces différentes politiques? Est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas? Puis, avec des nuances, il y a tout un chapitre là-dessus. Voilà. Un chapitre fort intéressant d'ailleurs. Mais est-ce que tu peux peut-être, au fin de la discussion, revenir sur les différentes trajectoires de ces deux États? Parce que ce sont deux États qui, effectivement, deux États de facto qui, effectivement, apparaissent... Attention, là. Faire très attention. Apparaissent à peu près à la même époque, qui bénéficient du soutien, alors très variable, hein, dans le temps de la Russie, mais qui ont connu deux trajectoires relativement différentes. Est-ce que tu peux revenir sur ces deux trajectoires pour nous présenter peut-être un petit peu plus en profondeur ces deux études de cas? Puis après, on parlera du modèle d'État qui a émergé dans ces deux entités. Moi, je les appelle des entités. Modèle. C'est un bien grand mot, mais... et on reviendra surtout sur la place du formel et de l'informel, parce que l'informalité joue un rôle particulièrement important dans la construction de ces États de facto. Oui, absolument. Donc, c'est encore une fois... L'idée, c'était de partir de deux entités politiques qui se réclament État et qui ont des
point du départ similaires. Donc dans la littérature, on met tous les États de facto eurasiens dans un même, enfin je schématise un peu, mais dans un même bloc, voilà, c'est une, voilà, entre l'un et l'autre, pas grande différence. De toute façon, ils disent ce que la Russie leur dit de dire et de faire. Cela étant dit, effectivement, on s'aperçoit en étudiant ces entités qu'elles sont très différentes. Ils empruntent des trajectoires très différentes de développement, de construction de leur institution, économie, etc. Et bien entendu, ça s'édifie pas dans le néant, enfin, c'est pas une tabula rasa. Donc, ça aussi, il y a une grande différence, une des différences qui est importante et qui est intéressante à la fois. C'est que dans l'Union soviétique, l'Abkhazie avait une autonomie au sein de la République soviétique socialiste de la Géorgie, mais il y avait donc des structures, il y avait une frontière, il y avait des structures para-étatiques, un parlement, etc., dans cette autonomie-là, qui était, d'ailleurs, cette autonomie-là a été créée pour le peuple abkhaze, qui était titulaire de l'autonomie au sein donc, de la République socialiste soviétique de la Géorgie. Et dans la littérature, on dit souvent que voilà, c'est beaucoup plus facile d'avoir un conflit sécessionniste lorsqu'il y a des structures d'autonomie, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on dit que ça aide la sécession parce que les acteurs sécessionnistes ont des ressources, ont des institutions, ont des ressources pour mobiliser les gens. Transnistrie n'avait pas dans l'Union soviétique d'autonomie, de structure autonome. Et pourtant, et là je demande dans le chapitre 2, comment ça se fait qu'on peut dire quand même qu'elles avaient des ressources et des structures qui n'étaient pas juridiquement, n'étaient pas constitutionnellement autonomes, mais il y avait toutes des structures économiques, institutionnelles, et ça a un rapport avec le développement de la Moldova sous l'Union soviétique, qui était très distinct finalement du côté gauche de Dniestre, donc le reste du territoire de la Moldova. Mais ils ont des points de départ différents. Ils ont aussi des points de départ quand même différents. Ce que je démontre aussi, c'est que l'Abkhazie est une entité qui vit de l'agriculture et des stations balnéaires. Donc, vous savez, l'Abkhazie, c'est pas loin de Sochi. Donc, il y a tout. Il y a des montagnes, il y a la mer Noire, puis il y a des stations balnéaires le long de la côte de la mer Noire. Alors que la Transnistrie, l'économie de la Transnistrie, c'est l'industrie lourde. L'industrie lourde énergivore. Hein, c'est vraiment l'armement, métallurgie, textile, des machines. Donc déjà là, il y a une différence qui est intéressante pour le développement du futur des États. Donc sur quoi ils se basent et c'est quoi les institutions qui sont déjà mises en place. Maintenant, une autre différence importante entre les deux, dans la trajectoire du développement de l'État, c'est que dans le cas de l'Abkhazie, la Russie qui a appuyé les séparatistes durant la guerre de 1912-1914, la Russie retire son appui et met des sanctions envers l'Abkhazie. Et ça, c'est tout un jeu politique, en fait, parce que c'est la Géorgie qui a demandé à la Russie d'instaurer des sanctions contre l'Abkhazie à partir de 1995, officiellement 1996, en échange de la Géorgie qui rentre dans la communauté des États indépendants. Donc, il y a tout un... Donc, si tu veux que je rentre dans la communauté État indépendant, sanctions contre l'Abkhazie parce que la Géorgie n'accepte pas, bien entendu, l'intégrité territoriale et donc n'accepte pas la séparation de l'Abkhazie. Donc, en fait, l'Abkhazie, après la guerre, tout juste après la guerre, et jusqu'au début des années 2000 et officiellement jusqu'en 2008, n'a pas de support de l'État patron. Donc, c'est l'État de subsistance.
mais vraiment, là, de subsistance. Puis quand je suis allée, on voit la destruction totale, on voit encore des maisons, des usines, des kolkhozes qui sont juste abandonnées, défraîchies, etc. Et l'état de subsistance, donc il y a une migration interne extraordinaire où en ville, en Sukhumi, donc la capitale, Sukhumi, en tout cas, je peux revenir là-dessus, il y a des vaches qui se promenaient, hein, enfin, il y a un élevage et des pots de carottes, etc., parce que c'était vraiment une économie de subsistance, aucune entrée d'argent possible, sauf le commerce illicite, bien entendu. Dans un endroit comme ça, qu'est-ce qui pullule? C'est des réseaux de commerce illicite dans lequel qui est impliqué? Eh bien, les autorités de facto, mais pas seulement, attention. Il y a tout un ça me fascine, hein, vous la lire, mais tout est... c'est parce que tant du côté de l'Abkhazie que du côté de la famille de Shevardnadze, c'est en Géorgie, qui profite de ce commerce illicite, qui profite de cette entité qui est un peu juridiquement en néant, on ne paye pas de douane, voilà, on profite de ça. Donc il y a un état de subsistance et en même temps un réseau de commerce illicite qui s'institutionnalise quasiment, hein, et qui perdure. Et ça va de cigarettes au pétrole, à la ferraille, aux armes, et trafic d'humains aussi, surtout dans le cas de la Transnistrie, qui, elle, a une trajectoire différente parce que il n'y a pas cette interruption du support de la Russie. Donc, en fait, tout au long de sa vie, de son existence, la Transnistrie profite des sommes, de larges sommes de support de la part de la Russie et notamment du gaz gratuit. Alors, vous imaginez que si vous avez des industries lourdes, énergivores, vous avez besoin de l'approvisionnement. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que si c'est gratuit, vous êtes plus compétitif à l'extérieur. Donc, il y a toute une compétitivité qui se développe, des business très non-libéral, hein, finalement. Mais en même temps, bien entendu, qui en profitent, encore une fois, qui en profitent, ce sont des oligarques, ce sont des gens au pouvoir, des autorités locales qui s'accaparent des retombées de ce commerce, de commerce illicite qui traverse la Transnistrie. Alors, il y a toutes les chaînes. Ah, le poulet, j'adore le poulet. Le poulet, alors en Transnistrie, il y a des données qui montrent que chaque Transnistrien, bébé, personnes âgées, etc., mangent 100 kilos d'ailes de poulet congelées par année. Mais ça, c'est parce que le commerce illicite, ça rentre par Odessa, par le port d'Odessa, c'est transporté par la Transnistrie pour re-rentrer en Ukraine, tout ça pour éviter les douanes, etc. Donc, il y a donc, bien entendu, le modèle d'existence de l'État est très... voilà, mais en même temps, ça ne reste pas là, hein. C'est devenu plus respectable, hein. C'est devenu plus respectable. C'est devenu plus respectable parce qu'en Abkhazie, lorsque la Russie reconnaît l'Abkhazie en même temps que l'Ossétie du Sud suite à la guerre russo-géorgienne en 2008, la guerre de 5 jours, vous vous souvenez peut-être, ça fait pas si longtemps, donc la Russie reconnaît reconnaît l'état de l'Abkhazie, de l'Ossétie du Sud, et déjà depuis 2002 à peu près, la Russie, quand même s'il y avait les sanctions, les frontières sont poreuses, puis la Russie injecte de l'argent, mais elle les injecte comment? C'est-à-dire que c'est envoyer, ou en tout cas faciliter l'entrée des investisseurs et des entrepreneurs russes en Abkhazie. Mais cet argent-là, qu'est-ce que ça fait? Reconstruction des stations balnéaires. Alors maintenant, vous pouvez aller à Gagra et vous pouvez
prendre du soleil. Vous mettre les pieds dans la mer Noire. Voilà. Elle est très froide, la mer Noire. Je ne conseille pas de mettre autre chose que les orteils. Si vous imaginez une plage de sable blanc, non, c'est des galets, c'est ça? Ouais, c'est des galets, ça s'appelle. Mais c'est superbe, hein. C'est quand même des stations balnéaires qui sont reconstruites. La Russie investit pour développer, pour reconstruire les infrastructures, donc les routes allant de Soukoumi à Sochi. Le train, bref, il y a quand même des investissements très, très, très importants pour reconstruire les infrastructures abkhazes. Ça donne bien entendu de l'emploi aussi aux gens. Et donc, il y a cette économie de subsistance petit à petit s'effrite, si on veut. Et il y a une vraie économie qui existe tout en... L'illicite n'est pas, c'est pour d'autres raisons, dont peut-être on pourra parler. Pour d'autres raisons, le commerce illicite n'est pas terminé, mais il y a quand même une différence importante et c'est ça qui est intéressant parce que pour la légitimité de l'État, comment les Abkhazes l'aperçoivent, parce que c'était tellement difficile jusqu'en 2008. Quand on regarde l'opinion publique maintenant. Ah oui, le bien-être, on est vraiment bien. On est vraiment bien en Abkhazie maintenant, probablement parce qu'ils ont tellement vécu la pauvreté, précarité, etc., que par comparaison, mais si vous comparez votre vie à leur vie, ça n'a rien à voir, on s'entend. Mais la perception, la légitimité, c'est cette perception très subjective du fonctionnement de l'État. En Transnistrie, parce que on manque d'argent dans les coffres de l'État, et ça c'est aussi intéressant, c'est que la Transnistrie a sauvegardé, on dit souvent que quand on va en Transnistrie, c'est comme on retourne dans un Skansen soviétique, effectivement. Il y a des statues de Lénine, vous avez des rues de Rosa Luxembourg, etc. Il y a tout ce décorum qui est toujours là, de moins en moins, quand même, je peux en parler aussi, c'est pas grave. Mais en même temps, c'est aussi un État qui est social, donc l'éducation gratuite, santé gratuite, etc. Et on veut absolument maintenir cette politique parce que ça assure aussi c'est une stratégie de légitimation en même temps. Hein, de la population, on leur donne une éducation gratuite, on leur donne, alors qu'à côté, il faut payer, en Moldova je parle. Et donc, par contraste, c'est mieux développé, etc. C'est pour les services, la perception est là. Mais pour ce faire, non seulement il faut alimenter les coffres, le coffre de l'État, ça on le fait notamment par la vente de produits énergivores, à gaz gratuit, donc en tout cas il y a tout un schéma, vous allez lire la page là-dessus, comment est-ce qu'on manigance cette affaire de gaz qui transite la Transnistrie et qui c'est gratuit pour la Transnistrie parce que c'est la dette de la Moldova, hein, c'est ça qui est intéressant. C'est la Moldova qui doit payer la dette de la Transnistrie parce que Moldova ne reconnaît pas la Transnistrie, donc Transnistrie c'est Moldova, donc la Russie dit Chisinau paye. Donc ça c'est une chose. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en Transnistrie, on a procédé pour renflouer les corps d'État. En Abkhazie aussi, on a procédé à la fin des années 90 à la privatisation de toutes ces grandes entreprises, etc. Qui a bien entendu à des prix un peu bidons, etc. Ça s'est passé dans un peu flou juridique, administratif, etc. Beaucoup d'oligarques près du Kremlin, et Odessa, la Russie, Ukraine, des oligarques ukrainiens aussi, qui ont acheté des parts dans ces industries-là. Ça renfloue les coffres d'État pendant un certain temps, mais ça ne suffit pas du tout. Mais petit à petit, cette privatisation, ce qu'elle a fait, et c'est ma nuance de la littérature notamment, c'est que cette privatisation, elle a fait qu'il y a une pluralisation d'intérêts économiques et politiques
au sein de la Transnistrie. Dans la Transnistrie, État autoritaire, président Smirnov, très facile à se rappeler du nom, c'est ça. Et là, donc, il y a une pluralisation. Donc, très souvent dans la littérature, on va dire, ah, ça y est, démocratisation en Transnistrie, il y a des élections compétitives dès 2006, parce qu'il y a un nouveau parti, Obnovlenie, etc. Mais lorsqu'on regarde de près, Obnovlenie représente des intérêts de la business. Et de la business qui est maintenant très très connue, Sheriff. J'aime bien mon sous-titre, c'est ça. La République de Sheriff, Smirnov, etc. Qui, petit à petit, s'accapare non seulement de plus en plus de différentes industries, mais aussi à une branche politique dans le parti Obnovlenie, qui est le parti Renouveau, qui compétitionne avec le pouvoir exécutif du Smirnov. Et tout à coup, Smirnov perd le contrôle et il y a une compétition, mais une compétition pas entre deux partis démocratiques, etc., d'intérêt économique. Parce que Smirnov et sa famille, son fils, etc., perdent des redevances, des ventes qu'il empochait tout simplement, pour ensuite le redistribuer dans un clientélisme patronal, etc. Et oui, tu veux dire quelque chose? Oui, je suis partie, en fait, elle a anticipé plusieurs de mes questions, mais je vais y revenir, parce que ce que je trouve particulièrement intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, ce qu'on appelle l'informalité, la force de ces réseaux de patronage, de ces réseaux néopatrimonialistes, comme on peut les appeler dans la littérature, c'est de s'insérer ou de phagocyter complètement les institutions naissantes en construction de ces entités politiques qui ressemblent un petit peu à des ovnis, mais qui, avec le temps, finissent par se stabiliser, finissent par produire un certain nombre de biens et de services. Et on pourrait croire, a priori, puisque ce sont des entités politiques qui sont issues de conflits de type séparatiste, que la construction de capacités militaires et sécuritaires accaparerait dans un premier temps et peut-être même dans un second temps, parce qu'on est dans un environnement sécuritaire encore très, très incertain, marqué par des tensions qui peut-être moins en Transnistrie qu'en Abkhazie, mais en Abkhazie en tout cas ça a été le cas, des tensions récurrentes, un soutien de l'État patron très très incertain, voire nul à certains moments. Donc on aurait pu croire que la chose militaire l'aurait emporté sur la production d'autres types de biens et de services, et finalement ce que l'on constate, c'est que j'ai envie de dire que ces anciens apparatchiks du Parti communiste convertis sur le tard au nationalisme, devenus chefs de guerre sur le tard, puis convertis en entrepreneurs politiques par la suite, une fois une paix très instable revenue, se sont petit à petit dit, ou pas d'ailleurs, il est temps de stabiliser les choses, puis il est temps de construire quelque chose d'un petit peu plus pérenne. Donc l'informalité, comme dans tous les processus politiques que l'on peut observer en Russie, en Ukraine ou dans l'espace post-soviétique, est vraiment centrale, et tu le mets particulièrement bien en évidence dans cet ouvrage. Je suis là pour faire de la publicité. Mais ce que je trouve intéressant quand même, puis tu le montres très bien, j'ai plus retenu le numéro des chapitres, c'est que une fois que la situation se stabilise, que les institutions s'ancrent, que la population commence à reconnaître la légitimité de ces institutions et donc à se tourner vers les institutions mises en place, il y a des logiques partisanes qui émergent. Alors, c'est un faux processus de démocratisation, ou du moins c'est quelque chose, une façade qui émerge, mais tu as déjà anticipé un petit peu cette question en parlant du cas de la Transnistrie, mais j'aimerais que tu reviennes sur le cas de l'Abkhazie. Parce qu'il y a une forme masquée d'alternance, il y a un renouvellement également des élites. On est sorti de la configuration initiale que j'ai mentionnée tout à l'heure, apparatchik du Parti communiste, converti en nationaliste, converti en chef de guerre, converti en entrepreneur politique. Aujourd'hui, il y a un véritable renouvellement. Et on assiste de plus en plus, et je sais que ce n'est pas l'objet central de ton ouvrage, mais moi je l'ai lu un peu sous cet angle-là, dans certaines sections, à une professionnalisation des élites politiques de ces États de facto. Puis j'aimerais que tu reviennes en quelques mots sur ces processus-là. En quelques mots. En quelques mots. D'accord. Parce que le temps file et je pense qu'il va falloir qu'on laisse la place à... Ah oui, on vient de commencer. On vient de commencer. Qui est le gardien du temps d'ailleurs? Le gardien du temps. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un gardien de temps?
Non. Non. Ok, bah continue. Non, effectivement, donc oui, donc il y a et c'est ça mon propos, c'est au fil du temps, les choses s'institutionnalisent. Elles s'institutionnalisent les façons de faire, il y a des pratiques différentes, mais imaginez aussi qu'il y a au moins 2 générations qui sont nées dans ces états-là, états de facto-là, qui sont socialisés dans ces états-là, qui connaissent pas du tout, qui n'ont jamais connu le vivre ensemble avec Moldova, avec Géorgie, etc. Et qui sont socialisés dans un système d'éducation, dans un certain récit historique, dans une certaine perception de l'autre, etc., de la perception de la menace de l'autre, etc. Donc il y a tout ça qui s'ancre. Et il y a effectivement cette institutionnalisation des institutions, ça se dit pas, mais professionnalisation des élites, une compétition qui dans l'apparence peut être démocratique. Vous avez plusieurs partis qui se présentent, quoique maintenant, enfin, il y a une élection dimanche en Transnistrie, hein, si vous voulez suivre la présidentielle. Mais les dernières législatives étaient en novembre 2020. Et je ne vais pas rentrer là-dedans, mais effectivement, il y a un moment où il y a vraiment une compétition, il y a des partis politiques. En Abkhazie, tu voulais que je revienne sur l'Abkhazie, en Abkhazie, vous avez une alternance au pouvoir continuellement, vous avez des députés qui changent. La société civile, d'ailleurs, en Abkhazie est vibrante. Hein, vous avez vraiment des organisations... des ONG, une société civile dans laquelle on peut parler librement. Ce n'est pas le cas en Transnistrie. En Transnistrie, la société civile est sous contrôle, clairement sous contrôle de l'État. Mais en Abkhazie, cette alternance, finalement, ce sont des clans familiaux qui s'alternent. Et c'est des régions, donc c'est un système patronal, donc des pyramides de patrons-clients, mais qu'il y en a 2. Et c'est dans la compétition entre ces 2, donc pour ceux qui connaissent Henry Hale, etc., et son livre sur les régimes patronaux, ben c'est exactement ça. Il y a deux pyramides qui sont pas très démocratiques. Hein. C'est la redistribution de pouvoir et des ressources et l'économie qui vont à la famille, aux proches, aux amis, etc. Il y a népotisme, clientélisme, tout ça, on est en plein dedans. Mais il y a des élections, puis il y a une alternance au pouvoir, et à l'extérieur et à l'intérieur, il y a cette perception que tout va bien parce que les institutions fonctionnent. On a un système démocratique, des lois électorales, alternance au pouvoir, on peut même dire ce qu'on pense, etc. Ça, c'est en Abkhazie. En Transnistrie, dire ce qu'on pense, c'est un peu différent. Et dans le cas de la Transnistrie, il y a eu, si je reprends cette métaphore de pyramide, il y avait une pyramide Smirnov. Ensuite, lorsqu'il y a la privatisation et diversification d'intérêts économiques, politiques, il y a différentes pyramides qui essayent de se compétitionner entre eux, et c'est là on a l'impression un bouillonnement, etc. Mais depuis au moins 2016 et certainement depuis 2020, ce qu'on voit, c'est que Shérif, is in town. Le shérif s'est accaparé, a capturé l'État. Donc, on est retourné à une seule pyramide. Donc, vous avez les élections là, maintenant. Les élections de 2020, législatives, c'est en fait un désastre en termes de compétition, candidats mis en lice, etc. C'est ce qu'un chercheur spécialiste de la Russie post-soviétique appelle l'état duel. Les autres patronages qui phagocytent les institutions étatiques pour rencontrer ses propres intérêts. Je parle de professionnalisation des élites. Il y a un élément sur lequel tu reviens à 2 reprises au moins dans ton ouvrage,
c'est que la Transnistrie, elle fournit un bassin d'élite qui circule d'un État de facto à l'autre dans l'espace post-soviétique. Donc finalement, on a un échange de, je veux dire, bonnes pratiques entre beaucoup de guillemets qui s'opèrent. Et c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, on retrouve au moins un transnistrien en Ukraine, donc dans les fameuses républiques de Donetsk et Luhansk, donc dans la région du Donbass, qui vient un petit peu jouer le rôle de conseiller, de regardez, moi je suis là, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut finalement construire une entité politique qui va s'apparenter à un État en bonne et due forme. Donc on va partir de l'appellation des républiques de Donetsk et de Luhansk, puis on va vous construire quelque chose à partir d'une expérience réussie aux yeux de ces élites qui circulent. Alors, est-ce qu'il faut y voir la main de Moscou ou est-ce qu'il y a vraiment une communauté de pratique qui s'est créée entre ces États? J'aime beaucoup l'appeler comme ça parce qu'il y a des relations entre des élites abkhazes, Ossètes du Sud, transnistriennes, Ukraine maintenant, et même au-delà d'ailleurs. Au début des années 90, moi, ce que mes terrains ont montré, c'est que les Tchétchènes avaient essayé, quand ils avaient déclaré l'indépendance, de créer une communauté pratique, puis d'embarquer les Abkhazes et les élites du Nagorno-Karabakh, mais avec un succès absolument nul. Oui, c'est ça. Ils ont complètement échoué, parce qu'ils n'étaient absolument pas sur la même longueur d'onde, ils ne parlaient pas le même langage à l'époque. Donc, est-ce que cette communauté de pratique a émergé, ou est-ce qu'il faut vraiment y voir la main de Moscou, qui va essayer de mettre des personnes d'expérience aux côtés des élites émergentes des républiques de Donetsk et de Luhansk, pour tenter de solidifier un petit peu ce qui est en train de se construire. Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est différent. En Transnistrie et en Abkhazie, c'est différent et je vais vous expliquer pourquoi. Alors oui, donc il y a une professionnalisation, tu as bien dit, les gens qui étaient des directeurs d'usines deviennent présidents, etc., en cours de l'histoire, mais à un moment donné, il y a vraiment des hommes et des femmes d'État qui émergent, il y a effectivement une circulation d'experts de construction d'État de facto, donc j'en parle notamment dans un chapitre de Antufiev, qui était en Lettonie, puis avait organisé des troupes paramilitaires contre l'indépendance de la Lettonie, donc on parle de 89, qui a fui la Lettonie, qui s'est retrouvé en Transnistrie en 92, et qui devient, sous le nom de Shevtsov, donc il change son nom, devient le ministre de sécurité de la Transnistrie entre 92 et 92 et 2012. Donc il va être pendant très longtemps ministre. Ensuite, il est chassé du pouvoir avec le nouveau président transnistrien. Il se retrouve où en 2014? À Donetsk, où il est vice-premier ministre de la Défense, etc. Puis il a aussi habité à Moscou et il s'est occupé des affaires de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Donc il y a cette circulation d'hommes, voilà. Est-ce que c'est une circulation qui est dictée par Moscou, Kremlin? Je ne pourrais le dire. Ou facilitée certainement. Mais pour revenir à la différence entre la Transnistrie et l'Abkhazie, présentement en tout cas, depuis un certain temps, ce qu'on voit, la Russie a certainement une présence très marquée dans ces états de facto-là. Et là, ce qu'on appelle des curatori, donc des superviseurs pour ces états de facto. Donc, Kremlin envoie ces superviseurs-là dans les états de facto pour s'assurer que tout va bien. Mais en Abkhazie, en plus de ces curators, il y a un nombre important de Russes qui viennent d'arriver, qui viennent débarquer en Abkhazie et qui occupent des postes importants au sein de l'administration publique. Donc toujours un vice quelque chose, etc. Donc il y a, on voit une présence et des envoyés de Moscou en Abkhazie, mais beaucoup moins en Transnistrie. Et ça s'explique probablement par la chose suivante. C'est que la Transnistrie est très russophile
elle se réclame d'être dans le Russki Mir, donc dans le monde russe. Et en fait, le Kremlin n'a pas vraiment peur que quelqu'un va lui tourner le dos. Donc, dans les élections, etc., elle n'a pas besoin d'avoir de poulain ou d'appuyer un candidat versus un autre, parce qu'il n'y a aucun candidat, et dans mes entrevues, ça ressort, j'en fais des entrevues avec des candidats à la présidentielle en 2011, par exemple, et ça serait suicidaire de se dire contre la Russie, parce qu'en Transnistrie, la population est très russophile, très pro, en fait, l'unification de la Transnistrie avec la Russie. En fait, en Transnistrie, ce qui ressort, c'est que l'État a un capital symbolique très bas, et en fait, on cherche non pas l'indépendance, mais l'unification avec la Russie, même si on a les deux pieds économiquement en Europe. Il y a tout un paradoxe, un genre de schizophrénie en Transnistrie. Ça crée des courbatures. Alors qu'en Abkhazie, l'indépendance, c'est vraiment... On y tient. Et la population y tient, on résiste à l'influence russe. On cherche des moyens pour d'autres issues, d'autres portes ouvertes, donc la Turquie, juste pour rendre la dépendance de la Russie moindre. Donc là, on voit que tant la population... D'ailleurs, c'est un sujet, ce qui n'est pas du tout le sujet. En Transnistrie, la dépendance de la Russie ne fait pas du tout de bruit. Ce n'est pas un enjeu électoral ou quoi que ce soit. C'est un enjeu sociétal et électoral en Abkhazie. Il y a des camps, plus ou moins. Mais ils sont pris avec la Russie. Bon, parce que ils n'ont pas d'issue, ils sont, etc., pour des questions géopolitiques, etc. Mais ils y résistent. Ils veulent avoir moins de dépendance. Donc là, il y a probablement un contrôle plus accru en Abkhazie de la part de Moscou, parce qu'il y a ces résistances internes qui sont là. Mais c'est un débat public, le niveau le degré de dépendance de la Russie. Tu as ouvert la porte à deux questions à travers ta réponse. Je vais commencer par revenir à ce que tu disais au début de notre échange. Ces États de facto ont émergé à l'issue de conflits séparatistes. Et ce qui t'intéressait, toi, au départ, c'était la dimension identitaire, la dimension nationaliste. Mais à t'écouter depuis le début, finalement, cette dimension identitaire... tu ne me poses pas la question là-dessus. J'arrive. Elle s'est effacée au profit de processus de légitimation qui ont, j'ai envie de dire, mis sous cloche la variable identitaire, l'importance donnée à l'ethnicité, du moins au début, ou à l'amorce de ces processus de construction étatique, parce qu'on a deux processus qui s'entrecroisent finalement, la construction de l'État, puis la construction de la nation. Ouais. Mais la nation, on la définit comment? Dans un contexte d'hétérogénéité, et je n'ai pas bafouillé cette fois-ci, ethnique très, très importante. Diversité, merci. C'est le mot de l'heure. Ethnique très, 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 très importante, particulièrement en Abkhazie. Alors, j'ai mis sur la cloche la question identitaire, je pense pas. Non, tu ne les as pas mis sous cloche, mais en fait, depuis le début de nos échanges, Ouais. C'est toujours ma passion, quand même, première. Je retourne toujours vers ça. Il faut. Mais, alors, en fait, c'est parce que c'est ça. Je me suis rendu compte assez rapidement que tant les conflits sécessionnistes n'étaient pas ethniques, mais c'était des luttes pour le pouvoir. Je parle de la politisation de l'ethnicité en Abkhazie et de l'ethnicisation du politique en Transnistrie. Et aussi, ce que je redécouvre aussi à travers mes entrevues, etc., c'est que ce n'était même pas l'objectif de se séparer. C'est une chose de contingente qui s'est un peu fait sur le coup, mais ce n'était pas le premier objectif, n'était pas l'indépendance de ces mouvements-là. Donc l'ethnicité, quelque part, joue un rôle, mais c'est un outil dans une lutte de pouvoir plutôt que la cause première. Et ensuite, lorsque j'étudie la construction donc, de la nation, de l'État, ça aussi, si ces États-là revendiquent la reconnaissance internationale, je me suis aperçue qu'ils ne le font pas au nom d'un peuple.
parce que notamment, il y a une hétérogénéité ethnique, et je vais revenir sur la construction de l'identité collective. Et donc, il y a c'est plusieurs éléments. Nous sommes démocratiques, nous sommes plus démocratiques que les voisins, hein, avec la démocratie que je vous ai déjà racontée. Nous sommes la Riviera, nous sommes ceci, cela. On prospère mieux que la Moldova, certainement. Mais l'identité, elle est importante. Ouais. Et pourquoi elle est importante? Parce que lorsqu'il y a l'État est en crise. Lorsqu'il y a une crise économique, le bien-être, ça va vraiment pas bien, les gens souffrent, les gens vivent dans une précarité, etc. S'il n'y a pas la cohésion sociale autour du projet séparatiste, ben ça s'écroule. Donc c'est pour ça que je décortique aussi dans mon livre la légitimation, donc les stratégies de légitimation en 4 dimensions, etc., pour démontrer les nuances que la vision binaire entre quelque chose est légitime ou pas légitime, ben c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a différentes dimensions et un État peut ne pas être légitime, mais la séparation peut être légitime. Un régime peut ne pas être légitime, mais l'identité transnistrienne, un construit tout à fait nouveau, inventé depuis les années 90, ben, c'est légitime aux yeux de la population. Donc il y a des nuances à apporter. Et l'identité, effectivement, ce que je découvre aussi, c'est que même si ces 2 États de facto-là ont une diversité ethnique similaire, finalement, les 2 sont face à une minorité qui a l'image ennemie, l'ennemi de guerre, les Géorgiens, les Moldaves, mais en fait, ils procèdent à des stratégies très différentes de construction de la cohésion sociale, de l'identité collective des Transnistriens, les Transnistriens qui doivent englober les 30% d'Ukrainiens, 30% de Russes, 30% de Moldaves, plus les Bulgares, les Gagaouzes, les Gagaouzes, hein, c'est important. Les Gagaouzes, les Gagaouzes, il y a un soupçon de l'État de facto, donc un soupçon. Et donc il y a une construction qui se fait, qui est différente, qui est un peu à la soviétique, voire en fait... dans mes entrevues, ce qui ressort, non, c'est américain. Voilà. C'est le melting pot, etc. Et en Abkhazie, c'est une construction complètement différente. C'est une construction où l'ethnie abkhaze, l'ethnie abkhaze, même si elle n'a pas la majorité en termes de la population sur le territoire, juste remarquer, au moment de la guerre, au moment de la dissolution de l'Union soviétique, les Abkhazes représentaient 17% de la population de l'Abkhazie. Mais ça, c'est à cause des différentes migrations forcées des Géorgiens, etc. Il y a eu une restructuration démographique importante dans les années 70 notamment. Mais en Abkhazie, donc, c'est très important que l'État de facto, soit pour et par les Abkhazes. Il y a des Abkhazes et il y a des minorités qui peuvent se joindre à nous, à la communauté politique abkhazienne. Donc je fais la distinction parce qu'il y a cette idée que pour légitimer l'État, aux yeux de la population, mais aussi aux yeux de la communauté internationale, il faut montrer que le support populaire y est. Mais le support populaire, si vous avez 50% de la population qui n'est pas abkhaze, il faut comme... adhérez donc à notre projet indépendantiste. Et c'est fait à travers différentes politiques linguistiques, les politiques d'éducation, les politiques historiques, etc. Donc, il y a différentes stratégies bien connues dans la littérature. Je n'invente pas la rue. Hein. La roue. Je n'invente pas la roue. Il y a toutes les mécaniques et c'est pour ça on parlait justement de ces experts de construction des États et des nations. C'est parce qu'on peut reproduire. Vous pouvez construire une nation. Allez-y. Il y a, c'est des processus historiques, etc., bien entendu, mais il y a vraiment des stratégies, des politiques éducationnelles, linguistiques, historiques, citoyenneté, mémorielles. Oui, donc il y a des politiques qui sont mises en place pour socialiser les jeunes dès la maternelle ou avant, dans un récit commun avec les autres,
qui sont bien identifiés, identifiables, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que en Transnistrie, on réussit ce projet de l'invention d'une nouvelle catégorie identitaire des Transnistriens. Ça marche. Pour différentes raisons, parce que il y a un passé soviétique, etc., mais un genre de nostalgie. Mais et en Abkhazie, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus compliqué, notamment avec la question des Géorgiens qui sont concentrés sur un territoire dans le sud-est à la frontière avec la Géorgie, et qui sont instrumentalisés de part et d'autre, tant par la Géorgie que par l'Abkhazie. Et là encore, vous avez, parce qu'en Abkhazie, il y a quand même une compétition, un discours assez ouvert. Donc vous avez ceux qui veulent rien savoir des Géorgiens en Abkhazie, puis c'est la 5e colonne, ciao bye. Et il y a ceux qui veulent les intégrer dans une communauté politique parce qu'ils ne sont pas géorgiens. Ils sont mingréliens. Et les mingréliens, ça va, on peut les inclure dans notre société abkhazienne. Les Géorgiens, non. Et donc là, je parle aussi de tout un... j'ai eu une entrevue extraordinaire. Donc, tu cites quelques extraits d'ailleurs. C'est toute la richesse de cet ouvrage, je dirais bien. Et tu m'as ouvert une deuxième porte tout à l'heure, puis tu en as reparlé dans... Je fais bien ça, hein. Oui. Tu l'as évoqué, tu as fait une recherche de terrain particulièrement riche, à la fois en Transnistrie et en Abkhazie. Puis moi, je ne peux pas m'empêcher de te poser la question, parce que j'ai fait, dans un passé plus ou moins lointain maintenant, du terrain dans des conditions pas toujours évidentes. Pas en Tchétchénie même, parce que c'était la dernière fois que j'étais dans cette région-là, c'était en 2002, en pleine guerre. J'aurais pu y rentrer de manière plus ou moins clandestine, mais je pense que le jeu n'en valait pas la chandelle, vu les conditions de sécurité. Mais bon, autour de la Tchétchénie, dans les camps de réfugiés tchétchènes, à Moscou et ailleurs, ça ressemble à quoi de faire du terrain en Abkhazie aujourd'hui? Je pense que c'est beaucoup moins complexe qu'on peut se l'imaginer. Ça ressemble à quoi de faire du terrain en Transnistrie? Quels sont les défis auxquels tu as dû faire face? Puis une question que j'avais envie de te poser également renvoie à l'instrumentalisation possible du chercheur. Ça, c'est pas mon expérience de terrain au Caucase du Nord ou dans les communautés tchétchènes plus largement qui m'amène à cette question-là, mais plutôt mon expérience de terrain en Crimée. Parce que dans ma thèse de doctorat, il y a fort longtemps maintenant, je faisais une comparaison entre les Tatars de Crimée et les Tchétchènes, deux mouvements nationalistes qui ont émergé au milieu des années 80. Et en Crimée, très clairement, j'ai eu l'impression, la sensation, à certains moments, de me faire totalement instrumentaliser par les élites tatares qui étaient à la recherche d'une reconnaissance, à la recherche également d'une voix qui pourrait porter certaines de leurs revendications à travers des publications scientifiques. Ils savaient tout à fait à quoi ils faisaient face, c'est-à-dire une chercheuse qui travaillait sur des mouvements nationalistes. Mais pour eux, c'était un moyen parmi d'autres de faire valoir leurs revendications, que de retrouver ces revendications analysées dans une thèse de doctorat ou dans des articles scientifiques. Donc, est-ce que ce risque d'instrumentalisation-là, tu l'as perçu, tu l'as vécu, puis comment tu as réussi à conjuguer ces défis, conjuguer ce risque d'instrumentalisation que tu as pu vivre en Abkhazie ou en Transnistrie? Je vais commencer par l'instrumentalisation. Je ne l'ai pas tant vécu en Abkhazie, mais en Transnistrie, absolument. Et j'en parle dans un des chapitres, d'ailleurs, comment je me suis sentie instrumentalisée. Donc, une entrevue avec le ministre des Affaires étrangères, Ignatieff, qui devait... Moi, j'arrivais, je pensais, bon, voilà, je vais prendre un café avec lui dans son bureau. Et pour l'entrevue, ça devient une visite para-étatique. Alors là, je suis autour d'une grande table ronde. Il y a non seulement le ministre des Affaires étrangères, mais c'est deux vice-ministres qui sont là. Puis il y a des noms, des tags avec les noms. Et ma photo de cet événement-là se retrouve sur le site du ministère, sur la page Facebook, etc. Au sortant, je reçois un SMS d'un collègue en Pologne. Ah, je t'ai vu. Oui, c'est bon. Voilà, donc je ne suis pas sentie, j'étais instrumentalisée. Parce que ma visite, une étrangère, une prof qui s'intéresse à ces états-là, nous on la reçoit comme une visite officielle quasiment, etc. Et c'est divulgué, c'est diffusé
at large, je suis même passée à la télé apparemment, transnistrienne, auprès du public interne et aussi pour l'extérieur. Donc il y avait bien sûr tout expliqué en anglais, résumé de tout ça en anglais, en russe. Donc je suis arrivée, j'étais complètement ah bon, ok. Donc oui, j'étais instrumentalisée. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? J'en ris maintenant. Oui, il faut. Je le mets comme une anecdote et donc je dévoile. Ah oui, Hein? mais il faut. Je suis transparente là-dessus et j'en tire des questions. En fait, c'est ça, c'est que cette expérience-là suscite des questions de la façon dont on légitime les stratégies de légitimation à l'interne, mais aussi à l'externe. Donc le même événement qui est cadré différemment pour des publics différents. Et donc oui, absolument. Et bien entendu, comme chercheur, tu ne veux pas être instrumentalisé et tu ne veux surtout pas tomber dans... Et ça, c'est ça beaucoup plus en Transnistrie, encore une fois, parce que c'est un État qui est beaucoup plus dirigiste que l'Abkhazie. J'ai senti qu'on voulait me présenter certaines personnes avec qui faire des entrevues et pas d'autres. Donc l'importance, donc le défi, c'est d'avoir plusieurs points d'entrée. De ne pas se fier sur une personne. Ah, voilà, j'ai un contact dans un ONG. Après, ça va être effet domino. Hein, il va me téléphone, etc. Et je vais rencontrer. Mais en fait, c'est de la reproduction du même discours. Hein, parce que on nous réfère des amis, etc. Donc, il faut avoir vraiment... Le défi, c'est ça. C'est d'avoir plusieurs points d'entrée qui, oui, a l'effet domino, mais plusieurs dominos. Hein, pour pouvoir couvrir... les choses. Bien entendu, il y a des choses qu'on vous raconte, puis vous savez déjà d'avance qu'est-ce qu'on va vous raconter. Il y a des cassettes on-off, absolument. Donc, tu essayes d'en tirer le plus possible, tu écoutes, tu es toujours d'accord avec ton interlocuteur. Et ça se passe généralement très bien. Mais il faut avoir les autres versions. Et ça, des fois, c'est difficile, parce que soit il faut sortir de la capitale, il faut prendre le bus local, délabré qu'il soit, et se rendre dans des petits patelins où je sais qu'il y a telle ONG, telle école moldave avec l'alphabet latin, par exemple, qui n'est pas l'alphabet, c'est ça, qui n'est pas l'alphabet cyrillique. Et il y a aussi des endroits, donc dès que vous sortez de la capitale, les défis se multiplient bien entendu. Et dans la région de Gali, donc la région où habitent les Mingréliens géorgiens en Abkhazie, c'est particulièrement... il y a des défis aussi de tous les jours. Il n'y a pas d'électricité, l'eau courante est froide pour vos douches. En Crimée, c'était un dimanche par mois. Écoute, moi j'étais gâtée. J'étais gâtée, mais c'est ça, j'ai découvert... c'est là que j'ai découvert les bienfaits de Kindle. Hein? Lumière. Puis en plus, vous pouvez lire le soir j'ai vraiment... Depuis, j'adhère à ça pour les voyages. Défi, certificat d'éthique. Voulez-vous en parler, ceux qui cherchent? Il y a beaucoup d'étudiants qu'on veut décourager. Non, il ne faut pas. Ah, d'accord, non, on ne décourage pas nos étudiants. Mais, donc, en fait, ça bloque plus ici que là-bas. C'est ça. Parce que vous allez dans des zones... considérés à risque, parce qu'il n'y a pas d'ambassade, il n'y a pas de représentants canadiens qui peuvent vous sortir du pétrin s'il faut. Il n'y a pas de ombudsman. Il n'y a pas d'ombudsman. Voilà. Donc vous allez à vos risques et périls. Ces risques-là sont pas... On n'est plus dans un conflit violent. Hein. C'est des États, des conflits gelés. Donc c'est gelé. En Abkhazie, il y a encore des escarmouches, mais c'est pas contre moi, ça va être entre des comptes, on se rend des comptes entre et ça. Raisons, ouais. Mais en Abkhazie, se promener avec $1000 cash sur soi, ouch, je me sens. Là, j'étais la cible par excellence parce que en fait, je n'avais aucun accès à l'argent. En Abkhazie parce que le système est russe, j'ai pas de carte de crédit russe. Mes cartes de crédit n'y font rien, ça fonctionne pas. Donc il va y avoir cash sur moi. Mais comme j'étais touriste,
je suis la cible facile. Tout le monde sait que j'ai quelque part mais ton accent russe est bien meilleur que le mien, donc ça passe beaucoup ça mieux. Passe mieux. Ça fait moins de touristes. Donc à Sukhumi, donc à la capitale, ça passait bien parce qu'il y a quand même une communauté russe, donc je peux passer là. Mais dans d'autres régions où il y a plus des Géorgiens, Mingréliens, etc., ça passe moins bien. Ça passe moins bien. Donc là, oui, donc il y a des risques comme ça qui sont associés à des difficultés de terrain. Le téléphone qui fonctionne pas, il a fallu que j'emprunte un téléphone russe à l'ambassade britannique à Chisinau pour avoir le téléphone. En tout cas, bref, oui. Mais maintenant, j'ai été la dernière fois en Transnistrie en 2019, puis ça a complètement changé aussi. Ça a complètement changé. Avec ma carte de crédit canadienne, il y avait une banque où je pouvais retirer de l'argent et les convertir ensuite en roubles transnistriens. C'est intéressant aussi. Il y a des roubles transnistriens qui ne valent absolument rien à l'extérieur de la Transnistrie. Et en Abkhazie, il a fallu que je fasse du marché noir. Ouais. Pour les dollars et roubles. Parce que à Tbilissi, les banques à Tbilissi n'avaient pas de roubles russes. Ouais. En Géorgie, non? Non, en Géorgie, pas de roubles russes, donc il fallait que je me débrouille sur le marché noir. Pour rentrer en Abkhazie, il faut que tu rentres. Il faut que je rentre avec des roubles russes ou des dollars. Par la Géorgie ou par la Russie. Oui, oui, c'est ça. Si vous rentrez par la Russie, vous êtes sur la liste noire de la Géorgie. C'est ça. Si vous rentrez par la Géorgie, double même, parce que vous rentrez, vous sortez. Oui, c'est ça. Donc ça complique, il y a des complications. La logistique est pas évidente. La logistique est... Le temps file. J'aurais une dernière question avant d'ouvrir peut-être à la salle. Tu as parlé au début de notre échange de ces états de facto comme de laboratoire. Oui. Pour le politiste. C'est pas pour les... Ouais, non, c'est pour ça. le Pas pour les diminuer. que tu es. Alors, finalement, qu'est-ce que cet ouvrage, qu'est-ce que ton expérience de terrain, qu'est-ce que tes conclusions, tes analyses, plutôt tes conclusions nous apprennent sur la construction étatique au XXIe siècle? Est-ce que tu peux opérer une montée en généralité qui ne concernerait évidemment que ces... J'ai parlé de maladresse, mais finalement, c'est pas moi. C'est un terrain glissant. On a récupéré notre invité, notre vedette. Je suis de retour. Je disais. Et c'est pas ça. Hein. C'est mon premier. Alors, première des choses, et je le mentionne juste, je pense, dans l'introduction du livre, hein, c'est que dans le monde de globalisation où les frontières s'effritent, l'État ne devient plus, devient obsolète, etc. C'est un mythe. Hein. Oubliez ça. Il y a une multiplication de revendications séparatistes, indépendantistes, des constructions étatiques, etc., qui sont toujours là. Donc c'est quelque chose duquel et c'est pour ça, je pense que dans la littérature, on parle beaucoup de la globalisation et justement des marchés communs, etc. Ça fait un reality check, un peu, pour dire l'État, c'est toujours une unité importante. Et tous les outils qu'on a, parce qu'on a dans la littérature, en sociologie, etc., et je ne suis pas la première à parler de la construction de l'État, construction de la nation. J'emprunte en fait des outils qui existent déjà et je les transpose dans ce monde un peu particulier quand même, des États de facto. Et donc, je ne prétends pas avec ce livre de faire une révolution scientifique. Alors, ne vous attendez pas c'est pas une révolution scientifique. Il y a des choses qui existent déjà, il y a un débat, il y a quand même, je suis pas la seule à étudier ces choses-là. Il y en a, en français, il y a très 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 peu. En fait, on peut les compter sur une main, même pas, 3 doigts suffisent. Mais en anglais, il y a quand même, ça bourgeonne. Hein. Il y a de plus en plus de doctorants qui s'y intéressent, des thèses de doctorat qui sont écrites, etc. Donc, mais je t'interromps, il y en a peu qui sont basés sur une véritable recherche de terrain en profondeur, telle que celle que tu as menée. C'est vrai, merci. Non, mais j'insiste énormément là-dessus parce que ça me paraît particulièrement important. Ça montre aux étudiants qui sont présents dans la salle que, c'est faisable. 2, ça prend plus de temps que l'ordinateur. Ouais. 2, c'est peut-être souhaitable pour justement appréhender ces
ces processus à un niveau beaucoup plus micro qui nous permettent de rentrer au final dans la nuance et de mettre en exergue les complexités qui sous-tendent ces différents processus. Je pense que c'est ça, c'est que je reprends en fait les débats qui existent sur les états de facto. Donc, chaque chapitre commence par des débats existants, théoriques, etc. Mais lorsque je les confronte au terrain, il y a des nuances qui se dégagent. Ces nuances-là sont pas révolutionnaires, mais ça remet en question certains présupposés, comme par exemple le fait, dans la littérature, c'est très connu, de dire « Ah, les démocratisations commencent pour atteindre la légitimité externe. » Donc, on procède à libéraliser, à démocratiser les systèmes, avec pluraliser, pour atteindre la reconnaissance internationale, parce que regardez, nous sommes démocratiques, etc. Mais lorsque je rentre sur le terrain, c'est pas ça, là. La cause, c'est les configurations internes d'acteurs économiques et politiques qui sont en compétition pour le pouvoir à l'interne, qui rendent la vue plurielle, qui est ensuite utilisée comme le discours narratif auprès de la communauté internationale. Regardez, nous avons des élections, nous avons ceci, cela. Mais le début, c'est pas pour la légitimation externe, c'est vraiment des dynamiques internes voilà. Ça. Et c'est ce qui est très bien montré dans cet ouvrage que je vous invite à acquérir. Je pense que on va céder la parole à nos participants, nos invités. Donc, si vous avez des questions à poser, vous n'avez peut-être pas tous encore lu cet ouvrage, vous trépignez de l'acquérir et de le parcourir, Frédéric. Merci. Donc, moi, j'ai lu l'ouvrage et j'ai lu le précédent. Avant de vous poser ma question, si vous voulez encore un verre de vin, levez votre main, ça va faciliter le travail. C'est ça, maintenant je peux. Magdalena. Donc, moi, j'ai lu le bonus et le plus récent ouvrage. Et je ne voudrais pas te poser une question sur le fond, mais sur la forme, c'est-à-dire sur l'écriture. Et je suis content qu'on le fasse avec les presses de l'Université de Montréal, parce que l'écriture en sciences sociales, c'est une question en soi extrêmement intéressante. Et j'ai observé une évolution entre les deux livres. Et même si on regarde la page couverture, le premier, je pense que ça doit être un tableau de Kandinsky, très abstrait. Le deuxième, c'est une photo très évocatrice d'un char d'assaut avec une église orthodoxe, j'ai l'impression. Et ça se reflète aussi, je trouve, dans ton écriture. C'est-à-dire que on sent plus le terrain, on sent plus de récit, la mise en scène de toi-même est beaucoup plus marquée. Alors, je voulais savoir si c'était volontaire, comment y es-tu arrivé? Est-ce que c'est le résultat de tes séjours quand tu disparaissais à Nominec, où on ne sait pas trop ce qui arrive, mais on a l'impression que tu es retraite d'écriture? Donc, quel rôle dans une histoire comme celle que tu racontes, riche, comme l'a mentionné Aurélie Campana, l'écriture vient jouer? Alors, l'évolution, j'espère qu'il y a, parce que ça fait un moment que j'ai écrit l'autre livre. Donc c'est sûr qu'il y a probablement une maturité qui vient avec l'âge notamment, mais avec l'expérience à l'écriture. Mon premier livre n'était pas basé sur les terrains. Mon premier livre est résultat du doctorat, que je voulais bien aller sur le terrain, mais j'avais des petits-enfants, dont un est ici, puis qui est très grand. Et donc, j'étais coincée, hein, quelque part. Donc j'ai dû faire ma thèse un peu en fonction de ce qui était faisable pour moi à ce moment-là. Donc, il y a moins de moi dans mon premier livre versus celui-ci où je suis plus présente parce que c'est mon terrain, parce que je suis allée, parce que j'ai vu, j'ai touché, j'ai parlé. Quant à l'écriture elle-même, ce livre-là, je pense que pour les chercheurs, si vous ouvrez ce livre-là, vous le feuilletez, vous remarquerez qu'il n'y a pas de note de bas de page. Alors, il n'y a pas de note de bas de page dans un livre scientifique. Ouf! Et ça, c'est grâce au PUM, et à Nadine ici présente, qui m'a forcé à penser ce livre comme un livre qui n'est pas destiné à
ces 3 personnes qui travaillent sur les états de facto en français. 4. Tu as calculé là entre-temps, c'est bon, 4. Mais qui est destiné à un public plus large, qui est destiné aux étudiants qui veulent s'intéresser, les interpeller avec quelque chose, un public peut-être plus large, informé, qui s'intéresse aux relations internationales et voilà, c'est intriguant. Aux collègues qui travaillent vraiment pas là-dessus, mais qui peut-être vont avoir le plaisir de le lire sur la table de chevet le soir. Donc c'est sûr que c'est une écriture qui est différente parce que l'interlocuteur que je recherche est différent. Bien entendu, vous pouvez imaginer que il y a eu beaucoup de correcteurs qui sont passés par la suite. Donc, il y a quand même un travail de style où je suis polonaise, hein, donc voilà, ça vient avec des erreurs de grammaire, etc. Donc, il y a tout un travail en arrière de moi qui a été fait pour rendre le tout joli et lisible. Mais je pense que cette différence entre les 2 livres, c'est, à part la maturité, c'est la façon, c'est la recherche elle-même. Elle est faite différemment. Ma recherche, elle est faite différemment. Ça, ici, c'est vraiment du terrain. Dans le premier, ce n'est pas du terrain. Et ça, c'est là la différence. Ouais. Anna et Guillaume. Anna? Merci beaucoup, c'était très intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que, après avoir fait de la recherche dans cette partie, qu'est-ce que tu penses le futur de ces régions grises sur la carte d'Europe? C'est clair que pour la Russie, c'est intéressant que ça reste gris, mais chaque cas est différent. Mais qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'ils, par exemple, en Transnistrie, ils veulent aller à l'Union européenne ou retourner au Moldavie ou Roumanie? Qu'est-ce que tu penses? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Les Transnistriens veulent s'unir avec la Russie. Point. C'est vraiment ça. Mais s'ils ne peuvent pas le faire parce que la Russie, en fait, le refuse de façon récurrente, pour des raisons dont je pourrais parler, sont plutôt géopolitiques, l'instrumentalisation de la région, dans le Moldova qui veut rejoindre l'Union européenne, etc. Le statu quo, c'est profitable. Ça va. Donc, en fait, c'est ça, c'est que si on ne peut pas avoir l'unification avec la Russie, le statu quo, c'est le pis-aller. Pis-aller, voilà. Quant à l'Abkhazie, c'est très différent, parce qu'en Abkhazie, effectivement, c'est l'indépendance, et c'est l'indépendance sine qua non, là, c'est vraiment ça qu'on recherche. Mais ils sont pris, les pauvres, parce que ils sont totalement dépendants de la Russie, et ils sont juste de plus en plus dépendants de la Russie, notamment, et ça c'est une autre trouvaille de mon livre, c'est notamment parce que la Géorgie a une attitude très restrictive envers l'Abkhazie, contrairement à la Moldova qui a une attitude beaucoup plus ouverte et conciliante avec la Transnistrie. Donc, par exemple, l'Abkhazie profiterait donc, voilà, la Moldova et la Géorgie ont signé des accords d'association avec l'Union européenne. Ces accords d'association comprennent des zones de libre-échange entre l'Union européenne, la Géorgie, l'Union européenne et Moldova. Parce que la Transnistrie et l'Abkhazie ne sont pas reconnus par la communauté internationale comme étant des États à part entière, théoriquement, les accords d'association et les zones de libre-échange devraient englober la totalité du territoire juridique de jure de la Géorgie et de la Moldova. La Géorgie s'y oppose totalement, l'Abkhazie s'y oppose totalement, parce que ça viendrait remettre en question le statut indépendant de l'Abkhazie. Il faudrait que l'Abkhazie se soumette dans une structure hiérarchique avec la Géorgie, et la Géorgie ne veut rien savoir parce que ça implique une amélioration de vie en Abkhazie, ce qui va juste accroître la légitimité de l'Abkhazie. Donc le calcul est comme crever ou ramper vers nous, de retour vers nous. Alors que la Moldova, c'est totalement le contraire.
ici, la Chisinau, donc la capitale de la Moldova, est beaucoup plus conciliante avec la Transnistrie. Ça, c'est un autre projet que j'ai maintenant sur justement pourquoi. Deux pistes de réponse pour ça. Et donc, en fait, la Transnistrie, même si elle est russophile, tournée vers la Russie, etc., elle profite du gaz, des subventions, 60% de son budget est alimenté par Moscou. Même si toute cette orientation pro-russe est là, elle profite des tarifs préférentiels que Moldova a avec l'Union européenne. Donc, dans ce cas-ci, la Transnistrie fait partie, est englobée par la zone de libre-échange avec l'Union européenne. Donc c'est complètement différent. Et pourquoi je pense, ça c'est une hypothèse que j'ai, c'est que en fait ça dépend de la relation entre l'État patron, donc la Russie, et les États centres. L'État patron et la Moldova, la relation entre la Russie et Moldova est beaucoup plus ambiguë. C'est-à-dire, la Moldova elle-même, elle est russophile, elle tend vers l'Union européenne, mais en fait, la Moldova, c'est un cas extrêmement... C'est un autre laboratoire super intéressant, où la Moldova est à la recherche de soi, alors qu'en Géorgie, c'est clair. La Russie, c'est l'ennemi numéro 1, et les relations entre la Russie et la Géorgie sont extrêmement tendues. En fait, les relations diplomatiques sont interrompues depuis 2008. Et donc c'est dans ce jeu avec la Russie, finalement, que les différences entre les deux... Mais, au Karabakh, on est passé très près à ce que cet État de facto qui était là, qui se pérennisait, etc., qui avait toutes ces institutions, qui avait toute cette institutionnalisation, etc. Puis voilà... L'État centre peut décider de le reprendre par force. Il est un des plus stables d'ailleurs. Oui, stabilisé le plus vite d'ailleurs. Oui, au Karabakh, absolument. Ouais. Et donc ils peuvent disparaître si ils sont amenés par force par l'État centre, ou si la Russie décide ça m'intéresse plus. Et donc il n'y a plus de fonds, il n'y a plus de gaz, il n'y a plus, etc. Donc c'est les deux seuls scénarios, parce que je ne crois, la séparation dans les deux cas, et je conclus un peu là-dessus, c'est que la séparation est légitimée. Elle est légitime aux yeux de la population transnistrienne et abkhaze. La séparation, ça ne veut pas dire l'État, l'indépendance, différentes orientations, ça ne veut pas dire les régimes, ça ne veut pas dire le bien-être, etc. Mais la séparation est légitime. Personne en Transnistrie va vous dire qu'ils veulent, pas personne bien entendu, mais c'est une minorité de Transnistriens qui vont dire qu'ils veulent retourner en Moldova, ou les Abkhazes encore moins vers la Géorgie. Donc ça c'est légitime. Mais maintenant, donc statu quo, c'est le pis-aller. Guillaume. Oui, mais d'abord je veux vraiment te remercier d'avoir écrit un livre qu'en plus j'apprends que tu l'as écrit vraiment dans un objectif qui soit vraiment accessible pour les étudiants. Puis je pense qu'effectivement, pour l'enseignement sur le sujet, on a malheureusement trop peu de sources en français. Donc c'est vraiment très précieux qu'on a une source basée sur des terrains en français récentes. Donc voilà, puis en plus je vais pouvoir faire valoir aux étudiants que c'est écrit par une grande vedette de la télévision transnistrienne. Peut-être Abkhaz, on ne sait pas. C'est ça, peut-être on m'a instrumentalisé en Abkhazie aussi. Mais la carrière que tu as eue ensuite. Mais je vais avoir deux questions qui sont peut-être un peu trop vastes, mais quand même j'aimerais que tu lances quelques éléments, parce que les deux sont démontés en généralité. La première, c'est que j'aimerais en fait un peu relancer sur la question d'Aurélie à la fin, que je pense que tu as peut-être élégamment esquivé. Ça suit l'interrogatoire. Ce que j'aime bien, ce qui est fascinant avec cet objet-là, c'est qu'il est, bon, à première vue, complètement bizarre. Ouais, c'est quoi ces états qui existent même pas, qui ne sont même pas sur la carte du monde. Puis après, quand on les étudie, ce qui est fascinant, c'est à quel point ils sont normaux. Ouais. Ouais. Et là, j'écoute par exemple, si tu dis sur les pyramides patrimoniales, c'est tous les mêmes cas d'analyse que pour les états de jure qui sont à côté. Et donc, ma question serait, non seulement qu'est-ce que l'étude des états de facto apporte sur la littérature sur les états de facto, mais qu'est-ce que l'étude des états de facto apporte sur la littérature des états en général? Oui, parce que là, c'est un peu comme les anthropologues qui allaient voir la tribu la plus éloignée pour mieux comprendre notre propre société en allant au plus petit dénominateur commun.
on en avoir les États les plus anormaux qui existent dans le monde, qu'est-ce que ça nous apprend sur nos États normaux? Donc voilà, vaste question sans doute. Mais je serais curieux de t'entendre sur le sujet. La deuxième, et je vais essayer d'être rapide, c'est pourquoi maintenant dans l'histoire, parce que évidemment la plupart des États de facto maintenant sont dans l'environnement de la Russie, est-ce que c'est simplement parce que la Russie c'est comme le dernier empire à s'être dissous, ou est-ce qu'il y a quelque chose avec la Russie? Et donc là, pour valider cette question-là, c'est est-ce qu'il y avait des États de facto quand ils ont par exemple dissous l'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman? Est-ce qu'il y a comme une histoire au XXe siècle des États de facto dont j'ignore absolument tout, et c'est pour ça que je pose la question? Est-ce qu'on assiste à un phénomène qui est vraiment contemporain, qui est donc assez propre à l'espace héritage post-soviétique, ou en fait c'est juste la manifestation contemporaine d'une tendance historique peut-être centenaire? Voilà. Alors oui, je vais commencer par la deuxième. En fait, on recense les États de facto seulement à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est vraiment, donc on ne sait que peu finalement sur l'historicité éventuelle de telles entités. Et comme ça, là, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait être comme exemple d'état de facto avant la Seconde Guerre mondiale. Alors, pour la question de spécificité de l'Union soviétique ou de cet espace-là, ce n'est pas spécifique. Les États de facto ne sont pas spécifiques à cette région-là. Enfin, il y a tout un tableau au début du livre qui montre qu'en fait, il y a juste l'Amérique latine qui, pour le moment, était épargnée, mais il y en a en Afrique, en Asie, etc. Donc, cela étant dit, et c'est là c'est peut-être là que si on était en petit cercle de connaisseurs des États de facto, on me poserait des questions sur les définitions. Parce que, dépendamment de la définition, la liste va être différente. Dans la définition la plus restrictive, qui est celle de Kolsta dernièrement, en 2020, il ne recense que 9 cas d'État de facto. Ils sont tous pas en Europe, enfin en Eurasie, plus Somaliland et le Chypre du Nord. Il ne calcule pas Kosovo, Taïwan, Sahara occidental, Kurdistan, ne le recense pas parce qu'ils ont une définition qui est plus restrictive, qui inclut le temps. Donc, il faut que l'État de facto se maintienne, le contrôle sur le territoire se maintienne pendant plus de 2 ans. Il faut que l'entité ait autodéclaré son indépendance. Or, il y a des entités comme le Kurdistan n'a jamais déclaré l'indépendance. Même chose pour le Taïwan. Jamais déclaré l'indépendance parce qu'il se réclame d'être l'État chinois. Donc, il y a tout un... Donc, ça dépend de la définition qu'on donne, qu'on va retrouver ou pas des États de facto dans le monde. Moi, je prends une définition qui est mitoyenne. Je montre l'univers dans le tableau qui est là dès le début. Je montre l'univers possible d'états de facto selon la définition un peu étendue de Adrian Flora, qu'on a utilisé d'ailleurs dans l'article. Mais l'intérêt d'étudier les états de facto dans une définition un peu moins restrictive que juste à 9, c'est que si on s'intéresse à leur longévité, il faut étudier aussi ceux qui n'ont pas réussi, ceux qui sont plantés, ceux qui auraient voulu, mais n'ont pas atteint. Ben pourquoi? Qu'est-ce qui a fait qu'il y en a qui perdurent, et il y en a qui ne l'ont pas? Donc je suis un peu moins peut-être restrictive que certains, et moins que Adrian Flora avec sa longue liste, etc. Mais l'intérêt d'un comparatiste que je suis, c'est d'avoir un univers dans lequel il y a une variation. Et bien entendu, dans les États eurasiens, il y a déjà il y a la Gagaouzie, mais il ne fallait pas toujours compter comme État de facto. Il y a la Tchétchénie qui est comptée comme pas mal par tout le monde comme État de facto entre les deux guerres. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, je ne suis pas certaine. Oui, vas-y. L'autre, maintenant l'autre. L'autre. Alors moi j'ai tendance effectivement de rentrer dans la complexité et d'après ressortir, c'est plus difficile. Mais
j'entame un nouveau projet qui essaye de parler à une littérature différente en relations internationales sur les relations asymétriques en général, asymétriques entre les États. Et l'asymétrie est extrême dans les États de facto. Donc, donc, les États de facto, l'étude des États de facto, de leur dépendance du patron et comment ils essayent de rentrer comment ils sont influencés ou pas par d'autres, comme par l'Union européenne par exemple, ça peut nous renseigner sur les facteurs. Et encore une fois, je reviens à l'autonomie, parce que le livre, en fait, aussi arrive à cette conclusion qu'il y a une autonomie des acteurs locaux. Mais quels sont les facteurs qui déterminent ou le degré d'autonomie des acteurs locaux dans des relations internationales qui sont inhéremment asymétriques et ici dans l'extrême. Donc les États de facto, je pense, cette étude-là peut nous renseigner sur d'autres phénomènes. Sur les États de facto comme laboratoire, tout ce qui est state building et nation building, c'est clair que est-ce que ça nous renseigne sur des nouvelles modalités? Je pense que ça nous renseigne sur ces questions informelles, parce que lorsqu'on rentre très souvent dans les études sur la construction des États et des nations, on a les politiques, les gouvernements, les énoncés, les communiqués officiels, etc. Et les mécanismes de construction des États et des nations sont très souvent appréhendés selon l'officiel, le formel. Et je pense que l'étude des États de facto, en tout cas le terrain en fait, aide à rentrer dans l'informel aussi. Et comment dans l'informalité, il y a énormément de contingences, il y a énormément de hasard. Il y a vraiment là, c'est pas des stratégies qui sont des choix raisonnés, etc., de modèles, d'États, etc. Ça fonctionne pas de même. Ça se construit dans des interactions des acteurs qui sont plus ou moins conscients de ce qu'ils sont en train de faire, quoique ils se professionnalisent et donc ils sont de plus en plus conscients de ce parce qu'ils fonctionnent par mimétisme aussi, énormément par mimétisme, cette construction de l'État sauvage. Encore une fois, si tu as des idées, comment ça peut nous aider à comprendre autre chose, je suis preneur. Yann? J'aimerais t'entendre sur la relation entre les militaires et la population civile. En Transnistrie, en 1992, il y avait la 14e armée soviétique qui était là. Il y avait une implication très très grande entre les militaires soviétiques qui étaient en poste, qui étaient un peu largués par Moscou, qui n'avaient même pas les moyens de payer le salaire, ce qui restait de l'ancienne armée soviétique basée en place. Je ne connais pas le cas d'Abkhazie. Il y a eu un renforcement de la présence militaire russe assez important depuis la reconnaissance de la dépendance assez étonnante et audacieuse en 2008. Comment ça se passe entre la population locale et les militaires russes qui sont déployés sur le terrain? Est-ce qu'il y a une proximité aussi grande que celle qu'on avait en Moldavie? Et si tu as fait du terrain plus récemment, ce qui n'est pas mon cas en Moldavie, il reste quoi de la présence militaire russe? Alors, beaucoup d'armements, des milliers de tonnes d'armements en Transnistrie, dans le nord de Transnistrie. C'est le dépôt le plus grand en Europe. Le dépôt le plus grand en Europe d'armement se trouve à Kolbassa, en Transnistrie. Ouais, Kolbassa en plus. Smirnov, Kolbassa, tout est là. Kolbassa, Smirnov. Donc, ça reste là. L'armée russe est toujours là, puis la présence de l'armée russe en Transnistrie crée des tensions avec Moldova, bien entendu, qui aimerait le retrait des troupes, mais pour les Transnistriens, c'est le garant de sécurité. Au fil du temps, le nombre de militaires a diminué. Donc il y a deux contingents. Donc il y a les peacekeepers, il y a le maintien de la paix russes qui y sont, et il y a un contingent de la 14e armée qui a été renommée, qui est là. Au total, 1500 soldats, c'est à peu près en calcul 1500 soldats, mais entre-temps, il y a une armée transnistrienne qui s'est formée.
Et souvent, l'armée transnistrienne comprend des Russes en uniforme transnistrien, les Transnistriens en uniforme russe. En tout cas, bref, il y a comme une fluidité ici. Et l'armée russe en Transnistrie est perçue comme garante de sécurité, donc il n'est pas question qu'ils partent. Il n'est pas question qu'ils partent. Maintenant, en Abkhazie, même chose. Il n'est pas question qu'ils partent, surtout depuis 2008. Encore une fois, ils sont garants de sécurité. Il y a beaucoup plus de tensions parce que, puisque l'Abkhazie veut être plus indépendante, etc., ils veulent pas. Donc, dans la société civile, c'est beaucoup moins bien pris. Mais en même temps, c'est l'armée russe qui garde la frontière de facto. Totalement, en fait. C'est l'armée russe quand vous rentrez, vous rencontrez les soldats russes, c'est pas les Abkhazes en deuxième lieu. Et dans la région, surtout dans la région, parce que c'est ça, ils sont concentrés, donc il y a une base militaire près de Gagra, à Bambora, et la convivialité, ça va mieux que dans la région de Gali, où il y a les Mingréliens géorgiens, mais c'est là la concentration de l'armée est là, parce que c'est eux qui gardent la frontière de facto avec la Géorgie. Mais les Russes sont moins, c'est ça. Donc dans les sondages et des études d'opinion publique, et c'est pas moi qui les a menés, c'est des chercheurs, d'autres chercheurs qui m'ont fourni des données. Les Mingréliens géorgiens, lorsqu'ils sont demandés, ils disent je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais parce qu'ils veulent pas se mouiller en disant allez-vous-en quoi. Mais ils sont moins. Mais ça change aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est que même les Mingréliens géorgiens à la frontière, de plus en plus, ils apprécient la présence. Et il y a une évolution ici. Ils apprécient la présence des militaires russes. Pourquoi? Parce que ça met de l'ordre, de la sécurité interne dans la région qui a été délaissée à eux-mêmes. Depuis qu'ils sont là, on rénove les infrastructures, l'aqueduc a été rénové, donc il y a les développements économiques, donc Sukhumi peut maintenant investir de l'argent dans cette région qui était complètement délaissée à elle-même parce qu'elle était tout le temps instable. C'est là que les tensions étaient là. Il y avait des troupes paramilitaires géorgiennes qui venaient en Abkhazie, puis il y a eu, c'est ça, des violences, tout simplement. Donc l'armée russe apporte la sécurité interne et l'ordre qui est nécessaire pour le bien-être de la population là-bas. Donc il y a comme une logique de... C'est ça que de plus en plus... C'est ça qui est intéressant aussi. Désolée, je pense qu'on doit terminer. Je sais pas. Intéressant, c'est que... Je ne sais pas. Les Mingréliens géorgiens, en une grande proportion, sont pour l'indépendance de l'Abkhazie et non pas pour la réunification avec la Géorgie. Parce qu'ils préfèrent que ça se stabilise et que j'ai des documents, j'ai un passeport, je sais, mais je peux fonctionner normalement comme une minorité géorgienne, mingrélienne, que dans ce limbo où l'insécurité prévaut, où personne ne veut investir parce qu'on a peur que ça va exploser, etc. Donc, ils sont de plus en plus... et ils sont aussi socialisés. Il y a 2 générations de Mingréliens qui vont à l'école. Ah, ça, c'est une autre affaire. Désolée. Encore. Non, mais les Mingréliens géorgiens, ils ne parlent plus géorgien. Parce qu'il n'y a pas d'école en géorgien. Donc, à la maison, ils parlent mingrélien. À l'école, ils vont en russe. Et ils doivent apprendre l'abkhaze. Donc, il y a comme un... Ça, c'est un autre article que j'ai écrit. Sur la distanciation, de plus en plus. Les projets de vie, la mobilité sociale, c'est plus du tout... Alors, on va prendre une dernière mini question, parce que je vais me faire taper sur les doigts, gentiment. Merci Magdalena déjà pour la présentation sur une région que je connais très très peu. Et en fait, c'est la dernière question qui, moi, a ouvert une boîte dans ma tête. On a parlé du commerce illégal, on a parlé du fait... Alors, sur la présentation, il y a eu petite question. Non, mais on parle d'Adrien. Adrien n'a jamais de petites. Non, mais on n'est pas rentré dans les détails, mais je me dis que donc l'armée russe, en fait, ce ne serait pas un super projet de recherche aussi, c'est que tout ce commerce illégal, donc soit ce sont des soldats, soit c'est la Russie,
Mais si c'est eux qui gardent les frontières, comme ça a été dit, ce commerce illégal ne peut pas se faire sans que pour moi les soldats russes. Oui, oui, mais ce commerce... En fait, c'est du détail, mais ça, je me suis dit, Ouais. est-ce que c'est juste les soldats, les garnisons qui se mettent de l'argent dans les poches? Est-ce que c'est la Russie qui en profite ici à fond? Non, c'est des réseaux patronales. Une minuscule question, mais c'est pas rien. C'est des réseaux patronales, comme a dit Aurélie, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que lorsque je parle de... Le commerce et l'économie est plus respectable maintenant que les frontières sont contrôlées. C'est ça, c'est un autre point de mon livre, c'est que lorsque les frontières sont contrôlées, on peut développer le pouvoir infrastructurel de l'État pour les politologues, alors que si c'est pas contrôlé, c'est là qu'il y a le réseau de commerce illicite se développe. Donc en fait, il y a moins de commerce illicite maintenant qu'auparavant. Mais s'il y en a, oui. L'armée est impliquée. C'est clair. Je rajouterais même que les soldats en poste depuis 2008 étaient déjà en poste au Caucase du Nord, donc étaient déjà inclus dans les réseaux illicites qui trafiquaient des armes, de la drogue, des êtres humains et toutes sortes de choses, toutes sortes de biens licites et illicites qui transitaient par l'Ingouchie, par la Tchétchénie, par le Daghestan. Bref, c'est un réseau de patronage très, très, très complexe qui a étendu ses tentacules jusqu'en Abkhazie au moment où ces soldats-là ont été déplacés de l'Ossétie du Nord vers l'Abkhazie. Mais je me tais parce qu'on m'a fait signe à plusieurs reprises. Donc il me reste à vous remercier et surtout à remercier Magdalena et pour son invitation et pour cet échange très riche. N'oubliez pas d'acquérir cet ouvrage absolument indispensable. Et merci à nos hôtes. Merci beaucoup. Merci à Galina et le chef.